Euh, Bonsoir ou bonjour, chers téléspectateurs, amis des Ediofa Média. Nous voici encore une fois dans une émission d'entretien. Et aujourd'hui, nous aurons la chance de tenir un entretien avec le président de la CCTN. Et avant d'y aller, nous allons d'abord vous présenter l'arsenal technique est assuré par l'ingénieur Joly Salomon. À la présentation, ce M. Blaise Tchalumba. Voilà devant vous ce personnage tellement important, l'homme avec lequel je vais tenir l'entretien. Monsieur, bonjour. Bonjour, M. Blaise. Oui. Oui, ça tourne un peu bien. Et toi? Ça va, on tient le coup. Oui, je suis chez vous. Je voudrais prendre un entretien avec vous. Êtes-vous prêt pour me recevoir? Disponible. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous êtes devant votre chétive télévision Ediofa Média. Nous vous invitons tous d'être avec nous de le début jusqu'à la fin. Comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Ivanovic Kitenge Nyangwila. Monsieur Ivan, vous êtes élu comme président de la communauté congolaise ici à Tennessee. Comment vous pouvez me dire à propos de cette élévation que vous venez de recevoir? Oh, merci pour la question. Moi, je ne vois pas ça comme une élévation, je vois ça plutôt comme une responsabilité très, très grande. Oui. La communauté de Tennessee, ici à Nashville, la communauté congolaise de Nashville, est une vieille communauté qui date de pratiquement 2009. Oui. C'est en ce moment-là que les structures ont été mises en place. Mais en ce moment, je crois qu'on peut dire que c'est une communauté jeune qui va pratiquement reprendre, s'il faut le dire, qui va reprendre à, je ne voudrais pas dire à zéro, mais qui va quand même reprendre à partir d'un certain point. Donc c'est une responsabilité pour moi. Je ne prends pas ça dans le sens d'une élévation, c'est plutôt une charge. Vraiment. Alors, quels sont les mobiles qui ont fait que vous puissiez avoir l'engouement, le plaisir de rafler les postes du président de la communauté congolaise ici à Tennessee? Bon, ceux qui me connaissent et ceux avec qui j'ai passé quelques moments ici à Nashville savent que je n'aimais pas. Oui. Je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais pensé postuler pour devenir président de cette communauté. Mais avec le temps, lorsque je me suis vraiment impliqué dans ce qui se faisait dans le cadre de la redynamisation de la communauté, à un certain moment, j'ai senti cet appel de pouvoir aider la communauté. Oui. Parce que cette communauté, elle est pleine de beaucoup de gens qui peuvent faire des merveilles. Mais malheureusement, la communauté a manqué un leadership dans le sens de ceux qui peuvent aller avec le peuple ensemble, aller avec les Congolais pour que la communauté dans son ensemble puisse progresser. Alors c'est pratiquement quelques semaines même avant la clôture de dépôt de candidature que je me suis décidé, après avoir réfléchi pendant longtemps, je me suis décidé de me lancer dans cette aventure et que si la chance me souriait, d'aider les Congolais de Nashville à relever cette communauté. Donc c'est un appel de dernière minute qui a fait que je me suis décidé pour aider. Vraiment. Et oui, Monsieur le Président, conduire une nation, conduire le peuple, conduire les gens, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. J'ai l'impression qu'au fil du temps, vous allez à tout prix recevoir des coups tellement amers. À l'occurrence, la diffamation,
les insultes, désobéissance, c'est pas moi, des calomnies, bon, pour ne citer que ça. Comment vous allez vous comporter devant une telle situation, Monsieur le Président? Bon, moi je n'ai même pas le temps d'attendre tout ça. Oui. Je vis ça déjà. Je vis ça déjà, j'ai commencé à vivre ça il y a quelque temps. Mais vous savez, lorsque vous sentez en vous un appel de la part de Dieu, oui, et que vous répondez par un oui, Dieu ne donne pas seulement la vision. oui. Avec la vision, il vous donne aussi la provision. Pour moi, je me dis que m'insulter, m'injurier, me calomnier, ça ne peut que bien se faire lorsque nous allons terminer le mandat. Je prie à ce que tous ceux qui pensent le faire, qu'ils attendent. Je leur accorde ou je leur demande de le faire à la fin du mandat. C'est à ce moment-là qu'on peut me juger ou nous juger, c'est-à-dire toute l'équipe que nous allons diriger, nous juger par rapport au travail que nous allons faire. Parce qu'au fait, nous ne sommes pas dans une compétition entre individus. Nous sommes devant une responsabilité que nous devons remplir et accomplir. Je crois humblement que c'est plutôt à la fin du mandat qu'on peut se permettre de tout dire. Mais malheureusement, la nature humaine n'attendra pas seulement vers la fin. Je ne voudrais pas dire que je suis habitué à ça, mais ce sont des choses pour lesquelles je me suis très bien préparé. Je ne compte que sur Dieu pour non pas répondre du coup au coup, mais pour répondre par rapport au travail que nous allons faire. Parce que si nous avons accepté de devenir président, c'est justement pour apporter un changement. C'est-à-dire pour proposer un travail de qualité, un travail qui permette aux Congolais de se sentir vraiment dans une communauté. Donc que les injures, les calomnies, les diffamations et tout ça, je crois que ça ne me dérange vraiment pas du tout, quoi. Ce sont des vitamines. Ça viendra peut-être pour nous motiver davantage à bien travailler. Mais bon, ma prière est que ceux qui veulent se lancer dans ça, qu'ils sachent que bon, ils peuvent attendre jusqu'à la fin du mandat et ils diront ce qu'ils veulent. Disons qu'ici à Nashville, il y a plusieurs mutualités congolaises qui existent. Que préconisez-vous pour le mettre des connivences, donc ensemble? Bon, déjà, lorsque nous avons réuni de façon très, très brève oui, les membres avec qui nous allons travailler durant ce mandat, oui, nous leur avons clairement dit la vision que nous avions par rapport à toutes les communautés qu'il y a ici à Nashville et environ. La première des choses, c'est que nous devons d'abord les recenser. Oui. En fait, on apprend seulement qu'il y a beaucoup de communautés, ethniques ou linguistiques ici, mais malheureusement, on ne les connaît pas. Ou encore, de l'autre côté, elles ne nous connaissent pas. Parce que lorsque ces Congolais-là arrivent ici aux États-Unis ou à Nashville précisément, ils n'ont pas appris des nouvelles de la communauté. Ou même s'ils ont appris quelque chose, mais la communauté n'existait presque pas. Il n'y avait rien qui pouvait les attirer pour dire que bon voilà, moi je suis de telle tribu, je suis de telle ethnie, j'arrive, est-ce que les Congolais sont là? Peut-être qu'ils se sont renseignés et qu'on leur a dit que ça n'existait pas. Alors pour nous, le premier travail à faire, c'est de les recenser et après les avoir recensés, créer ce contact. Et dans ce contact-là, nous allons leur parler de la communauté, de ce que nous attendons d'eux et de ce qu'eux aussi peuvent attendre de la communauté. Parce que c'est comme du donnant-donnant. Il y a des communautés qui sont déjà bien structurées
non pas seulement à partir d'ici, mais qui sont structurés déjà à partir de l'Afrique ou de là où ces membres viennent ou proviennent. Oui. Lorsque ces communautés arrivent ici, elles continuent à vivre cette structure qu'ils avaient déjà bien avant. Alors, nous avons donc ce grand devoir de les recenser, les rassembler, les contacter, et échanger, voir à quel niveau nous, en tant que communauté congolaise, nous pouvons jouer ce pont, ou d'être ce pont entre leurs membres et la communauté. Nous parlons du Congo en général, pendant que certaines communautés sont en train de parler d'un petit groupe ethnique. Alors, nous sommes en train de nous situer un peu au-dessus par rapport à tous ces groupes-là, mais non pas pour les mater, mais justement pour permettre à ce que tout le monde puisse comprendre que lorsqu'on parle du Congo, c'est l'intérêt de tous et que nous devons venir et participer. Alors, quel serait votre plan d'action pour cette année, Monsieur le Président? Ou au cours de votre mandat, le plan d'action serait quel? Bon, le plan d'action, il est tellement vaste parce que au moment où nous avons été élus président de la communauté, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions aucune référence. Aucune référence. Aucune référence, c'est-à-dire qu'est-ce qui se faisait avant? Rien du tout. Comment s'y prendre? Il n'y a rien qui puisse nous permettre de se référer pour dire, bon voilà, ce qui se faisait d'abord avant, c'était comme ça, et bon, voilà. Le plan d'action, il est très vaste. Mais je peux le résumer en quelques lignes. En quelques lignes, oui. La première des choses sera de réussir à rassembler beaucoup de Congolais. Oui. Parce que nous savons qu'ils sont nombreux. Il y a beaucoup de Congolais ici à Nashville et environ. La première des choses à faire sera de les rassembler. Et pour les rassembler, je crois que, je viens de le dire, il faudrait d'abord commencer par recenser. Recenser, oui. Par recenser ceux qui sont déjà ici. Mais de notre côté, en même temps, nous allons rendre visible la communauté. La communauté. Pour que les gens, les Congolais, sachent que la communauté existe. Oui. Alors, après ce travail-là, nous allons organiser quelques rencontres pour écouter les uns et les autres. Les écouter, oui, mais aussi leur dire. Oui. Leur dire ce que c'est la communauté. Ce que c'est vivre ensemble. Parce que, bon, chacun vient de chez lui. Il vient d'une famille, avec une certaine éducation, avec un certain parcours, que ce soit académique ou spirituel, tout ça. Lorsqu'on accepte de se mettre ensemble, il y a de ces préliminaires qu'il faudrait arriver à réussir. Oui. Lorsque ces préliminaires, on les réussit, on peut se dire que bon, voilà, ensemble, nous pouvons y aller. Oui. Alors, donc, la première des choses sera de recenser, de les rassembler, échanger, pour voir dans quelle direction on peut marcher ensemble, mais dans un esprit de discipline. Oui. De discipline. Nous connaissons ce que nous sommes, c'est-à-dire nous les Congolais. Nous savons de quoi nous sommes capables pour faire le bien, mais nous savons aussi de quoi nous sommes capables pour causer du tort aux autres. Justement, oui. Nous n'allons pas nous attarder sur ce côté négatif. Nous sommes en train plus de voir le côté positif qui nous permet d'espérer. Qui nous permet d'espérer. Et nous allons... En fait, il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Vraiment beaucoup à faire. Je crois que progressivement, je pense que vous avez d'autres questions qui pourront nous permettre d'y aller mollo. Mais en bref, le plan d'action est intense. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Monsieur le Président, les gens veulent vous connaître. Qui êtes-vous? Qui est Ivan? Votre profil, s'il vous plaît.
Bon, Ivanovic est congolais. Il est congolais de la RDC. Oui. Né à l'époque du Zaïre. A traversé la paix du Congo jusqu'à redevenir, je crois que, la République démocratique du Congo. Donc je suis né à Likasi, dans l'ex-province du Katanga. Je suis né un certain jeudi 4 septembre. Je suis chrétien. S'il faut parler de moi, je dirais que je suis catholique, romain. Mais je crois que à partir du moment où j'ai accepté de conduire la communauté, je n'ai plus de religion. C'est-à-dire, je favoriserai tous ceux qui sont libres de vivre leur foi. Oui. Donc, si j'ai parlé de catholiques, ce n'est pas pour que les catholiques s'approprient de moi ou que les autres pensent que je ne serai pas leur président. Non. Vraiment, il faudrait qu'on explique ça très bien. Je suis là pour tout le monde. J'ai étudié comme tout le monde. J'ai fait mon école primaire, mon école secondaire. J'ai obtenu mon diplôme en biologie-chimie. Et à l'époque, je voulais faire la section littéraire, mais mon père a refusé, je ne sais pas pourquoi. Et après, comme j'aimais tellement écrire, lorsque je suis allé à l'université de Kinshasa, j'ai fait une chute libre de la biochimie en droit. En droit. Donc, c'est là que j'ai fait 3 ans de graduat. Je n'ai pas pu terminer parce qu'il fallait que je vienne ici. Donc, j'ai quelques années de graduat en droit. Je n'ai pas... J'aime le pondou. Le pondou, c'est-à-dire les sombe. Sombe, oui. Ceux qui me connaissent, ils savent que chez moi, le pondou ne manque pas. C'est vrai. J'aime le pondou depuis que je suis enfant. Mais sinon, je mange tout ce qui est mangeable. Je fais rire mes amis lorsque je dis que je mange tout sauf le chien, le chat et l'homme. Pour ne pas être omnivore. Mais sinon, je mange ce qu'on me présente, j'essaie de manger. Si les autres mangent, j'essaie de manger. Je suis de caractère très, très rigoureux, ça je le sais. Oui. Je n'aime pas là où il y a trop de bruit, ça c'est moi. Et j'aime la discipline. Je respecte toute personne, c'est-à-dire moins âgé, plus âgé, de même âge. Je respecte les gens. Et en retour, je demande aussi le même respect. Parce que ça doit être équilibré. Oui. Et ça, si je le veux pour moi, je pense que chacun de nous, ou tout le monde, voudra aussi la même chose. Parce que lorsqu'on ne se sent pas respecté, lorsqu'on ne se sent pas dans son assiette, je crois qu'il y a un décalage qui fait que, bon, soit vous êtes triste, soit que vous rendez les autres tristes, et c'est en ce moment-là que ce n'est pas juste. J'ai grandi en étant très timide, mais à un certain moment, je me suis décidé de parler. Donc ce qui fait que lorsque j'ai un problème avec quelqu'un, je ne me cache pas derrière, je vais directement vers cette personne et on parle. Ce que je demande aussi en retour, c'est que lorsque quelqu'un a un problème contre moi, qu'il n'aille pas voir mes frères, qu'il n'aille pas voir qui que ce soit d'autre, pendant que je suis encore en vie, c'est mieux de me voir moi, parce que ce problème-là me concerne. Et à deux, on peut donc facilement résoudre l'équation, et même si elle était très compliquée ou très difficile, il y a toujours lieu, il y a toujours moyen de résoudre ça. Donc en bref, c'est comme ça que je suis. J'aime beaucoup lire, je lis beaucoup, j'écris aussi beaucoup. Ceux qui me connaissent depuis que je suis enfant, ils savent que je ne manque jamais mon petit stylo et mes petits papiers dans mes poches. Donc ça, c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique.
je l'ai comme un don. Je l'ai apprise dans des conditions un peu compliquées. Mais bon, j'aime la musique. La musique en général, la musique écrite, la musique chantée, la musique inspirée, j'aime tout ça. J'écris 2 fois, j'ai mon petit piano à côté là-bas. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je joue. Je me détends en écoutant la musique et en regardant les pièces de théâtre, de comédie, un peu de film, quoi ça encore. J'aimais la promenade à l'époque, mais je crois qu'avec la situation ici aux États-Unis, c'est difficile pour moi de me promener. Mais sinon, lorsque j'ai un peu de temps, j'aime me promener, mais j'aime le plus le silence. Le silence. Je n'aime pas là où il y a beaucoup de bruit. C'est vrai, même quand il y a une fête, bon, on peut se détendre en animant un peu, mais je me sens dans ma peau lorsque il y a le silence autour de moi. Voilà, en bref, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez répondu, mais je voudrais savoir si vous êtes marié ou encore célibataire, parce que vous n'avez pas dit un mot là-bas. Je suis marié, je crois que... Là, c'est la photo du jour de mon mariage. C'est vrai. C'est ma femme et les enfants sont là. Et comment s'appelle votre femme? Madeleine. Madeleine. Elle a eu mon nom, Madeleine Kitenge. Vous l'aimez bien? Bien sûr. Félicitations. Merci beaucoup. Bien sûr. Ok, et le sport non plus? J'aime le sport, hein. J'ai aimé le football de chez nous. Je jouais à l'époque. J'étais un grand défenseur, un très grand alors. Lorsqu'il fallait arrêter un attaquant de l'équipe adverse, ne vous en faites pas. Il ne passait pas, il pouvait marquer de loin, mais pas de très près. C'est vrai. Et je jouais, mais depuis beaucoup d'années, je n'ai pas pu jouer. J'ai dû arrêter. J'aime aussi le basket, j'aime le football américain aussi, que je suis quelques rares fois. J'aimais le tennis de table, le ping-pong. Oui. J'ai joué à ça aussi. J'ai aimé le volleyball, j'ai aussi joué à ça. J'ai essayé un peu de frisbee, mais bon, je n'ai pas trop aimé ça. Mais sinon, beaucoup de disciplines sportives, je crois que je suis un fan. Lorsque j'ai l'occasion de regarder ou de participer à ça, je le fais. Mais sinon, avec toutes les responsabilités qu'il y a depuis quelques années, je vois ça un peu de loin, quoi. Un peu de loin. Vous avez dit que vous êtes catholique. Êtes-vous catholique pratiquant ou catholique par sobriquet seulement? Aïe. Ceux qui me connaissent, ils savent que jusqu'à un certain âge, les membres de ma famille m'appelaient Monsieur l'abbé. C'est vrai. Et là je pense vraiment à ma tante qui est décédée, à une de mes tantes qui est décédée, tante Inani. Oh, paix à son âme. Elle était aussi une catholique très, très dévouée. C'est elle qui a commencé à m'appeler Monsieur l'abbé à l'époque. Oui. J'ai été baptisé en 1990. J'étais déjà à l'école secondaire. Donc, déjà, avant même que je ne sois baptisé, je suis allé m'inscrire pour devenir acolyte, servant de messe, enfant de cœur. Mais on m'avait demandé d'être baptisé d'abord, ce que j'ai fait une année après. Oui. Après mon baptême, je suis revenu. C'était à Mbanzamou, dans le Congo central, dans le diocèse de Kisantu, où j'ai été baptisé. Mais comme papa était en mutation à Mbanzamou, c'était dans un autre diocèse. C'est là où je suis allé. J'ai commencé ma formation en tant que servant de messe. Quelques années après, j'ai été responsable de l'acolita. Oui. J'ai été dans le groupe Kizito Anuarite, j'ai été dans le groupe Bondeko. J'ai tenté pendant quelques mois la communauté de Bilinga Mouida, mais je crois qu'il y a eu quelques empêchements, je n'ai pas pu continuer. J'ai appris à jouer aux orgues pendant ces années-là, mais ça n'a pas marché. Et c'est lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa que j'ai
j'ai commencé à apprendre la musique. Oui. La musique jouée, la musique écrite. Donc, depuis ce temps-là, je crois que je me suis plus lancé dans les chants, dans la chorale. Même si je ne chante plus depuis quelques mois. Mais sinon, l'Église catholique, c'est elle qui m'a formé pratiquement. Elle m'a formé sur ce que je suis aujourd'hui. Dans le répertoire de mon téléphone, c'est plus les hommes, les dieux, les amis avec qui j'ai eu des relations, des contacts à partir de l'Église catholique. Je suis un simple catholique. Je suis un simple. Mais bon, j'ai des relations avec beaucoup d'autorités. Bon, ça, je crois que c'est vraiment personnel. Mais sinon, je suis un catholique pratiquant. Je crois que j'ai aussi participé à l'évolution des structures de l'Église partout où je suis passé, dans la paroisse, au niveau du doyenné, au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa. Je continue même jusqu'à présent d'ailleurs. Quand j'ai l'occasion de faire quelque chose, je crois que je continue à le faire. Donc, je me considère comme catholique décent, comme les autres le disent. Catholique, je ne l'étais pas à la naissance. J'ai reçu mon baptême en 1990, j'étais déjà un peu âgé. Et puis, bon, je crois que je le serai jusqu'à mon mort. Ah oui, oui. Ah oui. Voilà. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous capter, sachez très bien que vous n'avez pas tort. Vous êtes bel et bien sur Zedjofa Media, sinon tout va bien. L'arsenal technique est assuré par mon ingénieur que j'entends. Il s'appelle Jolie Salomou. Nous avons un entretien avec le président de la CCTN. Et voilà, nous continuons. Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est la CCTN? La CCTN, c'est juste l'abréviation de Communauté congolaise de Tennessee. Et comment ça? Les Congolais qui ont vécu à Nashville à l'époque, oui, se sont retrouvés. Oui. Par souci de se retrouver régulièrement dans une structure organisée, ils ont pu commencer cette communauté en fait. Mais ils se sont enregistrés dans l'État de Tennessee à partir de 2009. Donc je crois que c'est le début de la communauté. Oui. Sinon, en bref, je peux dire que c'est une association qui regroupe les Congolais qui manifestent volontairement le choix. Le choix. De faire partie de cette association-là ou de cette communauté. Donc, je voudrais préciser d'abord que ce n'est pas parce qu'on est Congolais qu'on est automatiquement membre de la CCTN. Donc, il y a cette précision qu'il faudrait apporter pour éviter des confusions. Parce que bon, certains pensent que lorsqu'on est Congolais, on est obligé de faire automatiquement partie de la communauté congolaise de Tennessee. Donc, il faudrait d'abord manifester ce désir-là. Oui. Ce qui veut dire que ceux qui ne l'ont pas fait, ils continuent à être Congolais, mais malheureusement, ils ne font pas partie de cette communauté-là. Donc, pour faire partie de la CCTN, il faut d'abord manifester ce désir, et puis adhérer à la communauté. C'est vraiment comme toute organisation, quoi. Monsieur le Président, si j'ai une bonne mémoire, lors du débat contradictoire qui a eu lieu le samedi, c'était un certain samedi, oui, un samedi 22 janvier dernier, vous avez beaucoup insisté sur le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. À certains temps, nous avons dit que non, ce monsieur n'a pas eu assez de temps pour nous expliquer ça. Est-ce que pouvez-vous avoir le désir, le plaisir de vouloir nous expliquer plus sur ça? Voilà, le cœur de l'homme, c'était
c'était le centre de mon message lors du débat contradictoire. Oui. Je suis convaincu, et je crois que beaucoup ont aussi été convaincus avec moi, sur le fait que tout ce que nous faisons ici sur Terre trouve sa base à partir du cœur. À partir du cœur. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire le bien, on le conçoit dans le cœur. Dans le cœur. Et même lorsqu'on planifie de faire le mal, on le conçoit. Ça vient du cœur. C'est les souma-souma, oui. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, a fait que, à un certain moment, lorsqu'il a créé l'homme et tout ce qu'il a créé à côté, il a laissé à l'homme cette liberté de choix. Et cette liberté de choix, Dieu n'en a plus besoin. C'est-à-dire, il a déjà laissé l'homme libre. C'est maintenant à l'homme lui-même de choisir la voie qu'il veut. Donc, il y a le cœur qui joue un très grand rôle dans ça. Oui. Je me dis que si nous parlons de la communauté aujourd'hui, nous avons un grand devoir, une grande mission de réussir à ce que le cœur du Congolais de Nashville soit transformé. Ah oui. Parce que nous disons que c'est de là que toutes les bonnes idées et les mauvaises idées naissent. Mais bon, nous n'allons pas nous attarder sur le côté négatif. Ah oui. Parce que nous avons cet espoir que la communauté ira de l'avant, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu avant. Nous insistons sur le cœur parce que nous disons que si le cœur est vraiment transformé, si dans le cœur du Congolais de Nashville, il naît ce désir, cette volonté intense de voir la communauté progresser, c'est à partir du cœur qu'on peut facilement le remarquer. Celui qui pense que la communauté peut aller de l'avant, il le planifie à partir de son cœur. À partir de son cœur, oui. Et il se crée même des idées positives qu'il viendra partager avec les autres membres de la communauté pour qu'ensemble, toutes ces bonnes intentions, ces valeurs positives mises ensemble, ça fera que, au lieu de penser que la communauté qui n'a pas bougé depuis toutes ces années attendra encore longtemps, si nous réussissons à transformer le cœur, je crois qu'on peut même réaliser des miracles et des merveilles dans un temps très bref. Le cœur de l'homme est très important parce que c'est le siège. Oui. C'est le siège du bien. C'est le siège où, lorsque on voit un ami, un frère, un autre Congolais ou une autre Congolaise en train de progresser, c'est à partir du cœur qu'on peut se dire « Oh, je suis content parce que mon frère évolue très bien, parce que ma soeur évolue très bien. Oui. Donc nous disons que pour bien réussir, le tout part du cœur. Donc pour nous, le cœur est très important. C'est la partie qu'il faudrait le plus toucher. Oui. Régulièrement toucher à partir des messages qui motivent, des messages qui rappellent aux uns et aux autres, que si nous nous sommes décidés de nous mettre ensemble, les bonnes idées ne peuvent venir que du cœur. Donc nous devons continuellement garder notre cœur ouvert et disponible à concevoir et à planifier le bien. Donc pour nous, le cœur est la partie très sensible que nous devons et que nous allons régulièrement toucher pour que, bon, voilà, tout ce que nous voulons faire, même s'il faudrait par exemple demander les contributions mensuelles, s'il faut par exemple aller assister un frère qui a perdu un membre de la famille, s'il faut aller se réjouir avec quelqu'un qui se marie ou il y a eu un nouveau-né dans une famille, c'est à partir du cœur. Et même si on ne sait pas voir le cœur parce qu'il est caché dans l'intérieur, on peut, à travers les actes, on peut se dire, ah, celui-là, il a très bien, comment je peux dire, il a réussi à transformer son cœur pour que de là ne viennent que des bonnes, les bons souhaits,
tout ce qui est bien pour lui, pour les autres, en bref, pour la communauté. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et comment se présente maintenant l'organigramme de la CCTN et quel est le rôle de chaque structure? Bon, dans l'organigramme de la CCTN, je voudrais peut-être parler des structures qu'il y a. Il y a l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui est constituée de tous les membres qui sont enregistrés. Actuellement, ils sont au nombre de 132. Après l'Assemblée générale, il y a le comité exécutif. Le comité exécutif que nous dirigeons. Il y a le président. Je n'aime pas trop parler du président, il y a le serviteur que je suis. Il y a les... En fait, nous avons proposé qu'il y ait 3 secrétaires. Je crois que certains peuvent se dire 3 secrétaires, pourquoi? Justement parce que le travail est énorme. Nous devons commencer par les bases, il faut les asseoir jusqu'à ce que, bon, nous avons besoin de 3 secrétaires pour nous aider à ne pas retarder le travail de tel ou de tel autre côté. Il y a une caissière qui sera chargée de la perception de l'argent. Il y a une financière qui va gérer la partie administrative du domaine. Il y a un commissaire aux comptes qui va jouer le rôle d'inspecteur de finances, qui va avoir ses yeux sur les 2 qui vont manier l'argent de la communauté. Il y a la commission de l'immigration avec un président et des membres. Et cette commission est chargée de tous les dossiers ayant trait aux documents. Quand on parle de documents, on voit les passeports, la carte verte ou la green card, ceux qui ont besoin de sécurité en Amérique, tout ça carte de sécurité sociale, des difficultés pour voyager par exemple. S'il y a des nouvelles dispositions prises par soit l'État américain ou l'État congolais. Et cette commission-là a cette charge d'informer et d'aider les Congolais pour que dans ce domaine-là, il n'y ait pas beaucoup de difficultés, quoi. Il y a la commission des sports et loisirs. Là, je ne sais pas s'il faudrait qu'on explique, mais sinon, c'est une commission qui sera chargée de proposer ou d'organiser les équipes de football, de basketball, en fonction de ce que nous avons comme ressources. Il y a la commission des activités sociales. Il y a un président, une vice-présidente et des membres. Là, on a vraiment besoin de beaucoup d'activités. Voilà pourquoi nous avons proposé qu'il y ait aussi beaucoup de membres. Il y en a beaucoup. Ils vont donc réfléchir sur toutes sortes d'activités que nous pouvons organiser au sein de la communauté pour que les membres sentent que la communauté est en train de vivre. Donc, il y a aussi la commission de l'accueil et l'intégration. Une commission très importante parce que, bon, vous m'avez posé la question de savoir ce que nous allions faire avec les communautés ethniques ou linguistiques qu'il y a ici, justement. C'est cette commission-là qui sera chargée de ce pont-là, de jouer le pont entre un membre, un Congolais qui vient de l'Europe ou de l'Afrique, de je ne sais pas moi où, lorsqu'il arrive à Nashville, c'est cette commission-là qui doit normalement entrer en contact avec lui en première position. On l'accueille et on fait tout pour l'intégrer dans la communauté. Et maintenant, cette commission a aussi une deuxième dimension dans ce sens que si cette personne-là ne vient pas, par exemple, d'un autre État des États-Unis, on devra l'intégrer au système américain qui est différent du système de chez nous, du système d'un autre pays. Africain. Donc, il y a tout ça qui nécessite à ce qu'il y ait quelqu'un ou un groupe ou une commission. Justement, nous avons pensé à ça, que cette commission prenne en charge ce processus d'aider le nouveau venu à connaître la communauté, à connaître les États-Unis et à y aller progressivement pour que dans quelques mois, dans quelques années, qu'il sache aussi voler de ses propres ailes. Il y a une commission, la commission des moyens de communication sociale. Nous vivons aux États-Unis, un pays où la technologie est, je ne voudrais pas dire très avancée, mais elle est avancée. La communication est très importante. Nous allons développer cet aspect en touchant
tout ce qui a trait aux médias. Il y a YouTube par exemple, comme votre chaîne. Nous aurons un compte Facebook qui est déjà en construction. Oui. Il n'est pas encore lancé, mais il est en construction. Aujourd'hui, par exemple, s'il faudrait communiquer instantanément, il y a par exemple l'application WhatsApp qui nous sert de ces contacts-là, mais je crois que nous avons réfléchi, WhatsApp a des limites. Et ces limites-là, nous pouvons facilement les combler à travers une autre application, Telegram, qui peut contenir dans un groupe, qui peut contenir plusieurs membres, au-delà de 256 ou 257 que WhatsApp nous propose. Donc, il y a tout ça. Il y a cette commission-là. Et puis, nous avons pensé à une commission qui n'a pas existé depuis que la communauté est née. Nous avons proposé de créer, et cette commission a été créée, et nous ferons tout pour qu'elle soit reconnue dans les statuts que nous allons adopter d'ici quelques mois, la commission de discipline, sécurité et protocole. Très souvent, dans les activités que nous organisons, chacun fait ce qu'il veut. Et parfois, c'est du désordre. Oui. Si ce n'est pas le désordre, c'est la tristesse. Il y a les enfants qui sont en train de courir à gauche à droite, personne ne prend soin de gérer tout ça. Oui. Parfois dans la salle, tout le monde veut faire tout ce qu'il veut. Bon, ce sont des petits trucs que, après avoir analysé ce qui s'est passé durant ces dernières années, nous nous sommes dit que c'était une commission très importante. Au cas où il y aurait des incidents, qu'il y ait quand même des gens qui soient déjà responsables à ce niveau-là pour essayer de coordonner, d'organiser ces aspects. Donc il y a ça comme structure au niveau du comité exécutif, mais il y a aussi la structure du conseil d'administration, c'est-à-dire l'organe de contrôle de l'action du comité exécutif. Donc, il y a ces trois structures, donc l'Assemblée générale, le comité exécutif et le conseil d'administration. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous capter, sachez très bien que vous êtes sur Zediofa Media. Et oui, l'arsenal technique est toujours assuré par Jolie Salomon. Présentation Blaise Washington. J'ai avec moi ici le personnage très important, je dis bien qu'il est le nouveau président de la communauté congolaise de Tennessee. Monsieur le Président, comment envisagez-vous les relations entre la CCTN et les autres communautés congolaises dans les USA, dans les États-Unis d'Amérique? Et relations entre la CCTN et les autres communautés d'immigrés, la CCTN et les institutions de Tennessee. Merci pour la question. Je crois que je pourrais peut-être commencer par le dernier aspect où il y a des relations entre la CCTN et les institutions de Tennessee. Oui. Nous vivons dans un pays qui est très bien organisé et nous avons la chance, pour le dire ainsi, que notre communauté soit enregistrée dans l'État où nous vivons, c'est-à-dire dans l'État de Tennessee. Donc pour nous, les relations que nous devons entretenir avec les autres institutions de Tennessee, c'est d'abord des relations de contact, garder contact, et garder contact en permanence. Oui, en permanence, c'est-à-dire afin de nous permettre d'avoir ou d'être à la page de toutes les informations qui se passent ici au Tennessee, afin de les communiquer à nos membres pour qu'ils ne soient pas tout d'abord en retard ou dépaysés par rapport à certaines informations qui peuvent être très sensibles et qu'il ne faudrait peut-être pas ignorer. Les changements qu'il y a par exemple au niveau de l'État, tout ça, on doit vraiment garder cette relation avec les institutions de Tennessee au bon port pour nous permettre de servir de pont entre les institutions et les membres
qui n'aillent pas chercher l'information ailleurs. Il faudrait que la communauté offre cette information régulièrement aux membres. Les relations avec les autres communautés des immigrés. Oui. Actuellement, lorsqu'on parle des communautés qu'il y a ici, je crois que la communauté congolaise peut être la dernière. Lorsqu'on parle des immigrés ici, par exemple à Nashville, je parle de Nashville connaissant le milieu. Les Congolais, nous sommes restés tellement en arrière que on a même l'impression qu'on n'existe pas. Et pour nous, nous allons donc tout faire pour remettre le Congo sur la même scène que les autres. Yeah. Nous sommes déjà en train de créer des contacts avec les communautés africaines. On commence d'abord par elles. Là, nous savons qu'il y a par exemple les Nigériens qui sont ici, il y a les Éthiopiens qui sont là, il y a les Camerounais, il y a les Ghanéens. Donc il y a tout ça, toutes ces communautés-là, nous sommes déjà en contact. Il y a les membres qui sont en train de chercher à nous trouver ces contacts-là, les contacts des responsables pour que nous puissions les contacter et puis créer ces relations-là afin de récupérer, entre guillemets, de récupérer le retard que nous avons déjà connu depuis toutes ces années où nous étions pratiquement invisibles ou même inexistants. Donc nous allons tout faire pour créer ces relations-là, les maintenir et bien les conserver parce que bon, ça nous permettra de connaître non pas seulement les informations de l'État, mais les informations qui concernent aussi les autres communautés. Et au cas où elles auraient besoin de nous, pourquoi pas participer et les aider tant qu'on pourra. Alors, les autres communautés congolaises des États-Unis, bon, elles sont nombreuses, très nombreuses. Les États-Unis étant un grand pays, je crois qu'il nous sera, sincèrement, difficile de les contacter tous. Nous allons d'abord commencer avec les communautés qui sont tout autour de nous. Il y a par exemple l'État de Kentucky qui est à côté ici, l'État de Georgia à côté. Donc, on va Caroline du Nord ou Caroline du Sud. Du Sud, Alabama, sont des voisins, donc, tous ces États, Missouri, et Ohio, tout ça. Donc, tous ces États qui sont à côté de nous, et s'il y a des communautés congolaises là-bas, nous allons tout faire pour entrer en contact avec ces communautés-là. Et permettre ces échanges-là, ces échanges qui vont faire de telle sorte que notre communauté puisse acquérir les bonnes idées qui sont déjà vécues dans d'autres communautés. Parce que jusque-là, il faut se dire vrai, nous nous considérons comme la dernière communauté née ici. Ce n'est pas une honte pour nous. C'est d'ailleurs un motif d'espérance qui nous permettra de voir l'avenir dans un certain angle de travail. Nous devons travailler pour que notre communauté soit positionnée quelque part. Donc, nous sommes en train de contacter les communautés dont nous avons les coordonnées. Bon, on espère que nous pourrons avoir les coordonnées de tous nos voisins, des États voisins ici à côté. Bon, on va commencer avec une communauté ou deux communautés. Petit à petit, je crois que nous ferons tout pour que notre présence soit manifestée. Voilà. Vous avez parlé, Monsieur le Président, du comité exécutif que vous dirigez. Parmi les structures de la CCTN, il y a les conseils d'administration. Quelles relations entretenez-vous avec cette structure? Et enfin, n'avez-vous pas peur de leur présence et de leur travail? J'aime cette question. Vraiment. J'aime ça. Au fait, le jour du débat contradictoire, nous étions tellement clairs. Nous avions dit que si ça ne dépendait que de nous, tous les 3 ou 4 mois, nous sommes prêts. C'est-à-dire le comité exécutif est et sera prêt pour
cet exercice de contrôle devant le conseil d'administration. Parce qu'en fait, c'est l'organe qui contrôle ce que nous, en tant que comité exécutif, nous allons faire pour le compte de la communauté en général. Donc pour nous, tous les 3 ou 4 mois, si le conseil d'administration juge que c'est le moment de nous interpeller pour nous auditer ou faire le bilan de ce que nous avons fait comme travail pendant ce temps-là, en tout cas, nous l'avions dit que nous étions prêts. Parce que pourquoi nous avons placé notre mandat sur un aspect très important. Oui. Qui a peut-être manqué au passé de notre communauté. La transparence. La transparence. La transparence. La transparence sur tout ce que nous allons faire. Oui. Je sais, quand je parle de transparence, les gens pensent déjà à l'argent. Oui, effectivement. Sur le plan de l'argent, nous serons transparents. Transparents sur quoi? Oui. Sur les contributions mensuelles qui vont commencer très bientôt. Sur la tenue de la caisse. La gestion de la caisse. Oui. Sur tout ce qui a trait à l'argent. Voilà pourquoi, au lieu d'une seule personne, oui. nous avons créé une structure de 3 personnes qui sont indépendantes oui. l'une vis-à-vis de l'autre, mais qui sont en train de travailler ensemble pour que ça réussisse. En fait, nous avons aussi souhaité tenter une expérience de gestion qui permette à ce que, même quand vous êtes en face de celui qui vous contrôle, que vous n'ayez pas peur. Que vous soyez confiant que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas un travail individuel. Oui. C'est un travail pour le compte de la communauté et qu'il ne veut que un travail bien fait. Et cette transparence-là, nous sommes en train de vouloir l'impliquer sur tous les plans. Sur tous les plans, c'est-à-dire, qu'est-ce que le comité exécutif fait pour la communauté. Oui. Les membres doivent le savoir et ils le sauront. Donc pour nous, le conseil d'administration n'est pas une police, ce n'est pas la gendarmerie, et ce n'est pas non plus l'armée. C'est un organe de collaboration. Oui. Voilà pourquoi, dans tout ce que nous avons prévu de faire, nous avons associé le président du conseil d'administration, c'est-à-dire toute l'équipe du conseil d'administration. Nous l'associons dans tout ce que nous faisons pour qu'ils aient la matière sur base de laquelle ils vont nous juger, pour juger le travail que nous aurons fait pendant ce temps. Oui. Donc, ils savent que nous avons promis, par exemple, de faire ceci pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et à la fin, ils doivent normalement s'attendre au résultat. Donc, ils peuvent se dire, voilà, vous nous avez promis tel, 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 à la fin, nous devons avoir ceci, ceci. Qu'est-ce que nous avons à la fin? S'ils ont ce que nous avons promis, bon, voilà, ça marche. Et s'ils n'ont pas ce que nous avions promis, au moins ils savaient que vous nous avez promis ceci. En fin de compte, vous n'avez pas réussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pour nous, ils ne sont pas là comme des ennemis. Oui. Ils sont là, au contraire, comme un entraîneur qui est en train de motiver ses joueurs. Parfois même en train de le gronder. Pour dire, mais qu'est-ce que toi tu es en train de faire là? Bon, allez, il faut courir, il faut aller, vas-y, suis le ballon. Voilà, pour nous, nous considérons cet organe-là de cette façon-là. Donc, ce ne sont pas nos ennemis, donc nous n'avons pas peur. Leur travail est de nous aider à mieux faire le nôtre. Voilà pourquoi nous pensons que les deux structures, c'est-à-dire le comité exécutif et le conseil d'administration, doivent travailler ensemble. Et nous avons promis de le faire en toute transparence et dans le respect de ce que les statuts disent. Donc, si c'est tous les 3 mois ou tous les 4 mois qu'on doit se présenter devant l'Assemblée générale pour répondre aux questions du conseil d'administration, nous avions promis et nous allons le faire. Nous allons le faire, nous serons toujours prêts à répondre aux questions et à tout ce qu'ils attendent de nous. Donc nous n'avons pas peur, au contraire, nous avons besoin qu'ils soient là pour que notre travail, nous soyons motivés de le faire ou de l'accomplir comme le souhaite l'Assemblée générale. Voilà. Enchanté pour la réponse. Monsieur le Président,
Où est-ce que vous situez la CCTN dans les jours, mois ou années qui suivent? Ça, c'est un projet à court, moyen et long terme. À court terme, je peux dire que la CCTN sera comme un enfant qui est né, qui a commencé à apprendre à marcher, qui va tomber évidemment, mais tomber pour ne pas échouer, c'est-à-dire tomber pour prendre encore l'élan de se lever et de continuer la marche. Justement. Donc, dans les jours qui viennent, nous sommes en train de voir la CCTN en train de faire ses premiers pas. Ses premiers pas dans ce sens de structurer le travail que nous allons faire. En Swahili, on dit Simama Dede. Simama Dede. Commencez à faire le pas. Donc, dans les jours qui viennent, pour nous, nous sommes en train de voir la CCTN en train de se structurer, c'est-à-dire de mettre les bases. Les bases qui vont rester même après que nous ayons terminé notre mandat. Que celui qui viendra diriger la communauté après nous trouve déjà des bases sur lesquelles il va continuer. Et des bases solides. Très solides alors. Un bon soubassement alors. Alors pour cela, nous sommes en train de le faire avec toute la rigueur possible. Vraiment. Ça va nous prendre un peu de temps, mais ce que nous sommes en train de faire permettra à ce que le gouvernement qui viendra après nous n'ait pas beaucoup de travail comme nous sommes en train de le faire. Donc, et dans les mois qui suivent, nous sommes en train de voir la CCTN en train de commencer à parler. C'est juste une image que je prends. Mais pour nous, nous disons que actuellement, nous sommes les derniers. Mais dans les mois qui viennent, on pourra prendre ou gagner quelques places. Notre place. Qui vont permettre à ce que la communauté soit connue à gauche, à droite, dans devant, derrière, au niveau des États-Unis, même au niveau du Congo, parce qu'on finira par y arriver. Donc, pour nous, c'est à ce niveau-là que nous sommes en train d'envisager la CCTN. Dans les années qui viennent, notre souhait est de voir la CCTN servir de miroir dans la diaspora congolaise. Miroir dans le sens que nous ne sommes pas en train de voir la petitesse ou le nombre de jours que nous avons en tant que communauté structurelle. Nous voulons arriver à ce point-là où même les vieilles communautés peuvent se référer à nous. Que nous soyons cités parmi les communautés qui motivent les autres à réapprendre à vivre ensemble. Vraiment. Nous ne sommes pas parfaits, ça il faut le préciser. Nous ne sommes pas parfaits. Parmi nous, il y a ceux qui vivent bien, il y a d'autres qui ont des problèmes. Il faudrait arranger tout ça. Mais notre prière est de voir la CCTN dans quelques années servir d'exemple aux Congolais de partout. Que lorsqu'on veut par exemple parler de la diaspora des Congolais, que l'on pense, que l'on parle aussi de la CCTN en bien. En bien. Non pas pour nous faire voir, mais pour servir de motivation aux autres qui peut-être vont tomber ou peut-être vont vouloir s'organiser pour créer des communautés dans d'autres pays ou dans d'autres États où il n'y en a pas. Donc la CCTN jouera un rôle très important. Voilà pourquoi actuellement nous sommes en train de travailler durement pour que les bases soient bien posées et que bon, l'avenir soit fructueux, radieux. Imaginez-vous seulement que actuellement la caisse de la communauté est vide, c'est-à-dire nous n'avons rien. Les compteurs à zéro. Quand je dis rien, je veux dire zéro. Un rond. On ne peut pas
penser que dans 10 ans, on sera toujours au point zéro. Non, non, non. Ça, c'est un défi que nous sommes en train de nous lancer. Ça va prendre du temps, mais cette volonté, cette détermination et cette rigueur dans le travail, je crois que ça réveillera même les propres membres de la communauté qui sont ici à Nashville. Ils vont se réveiller et comprendront que le retard que nous avons accumulé, les retards que nous avons connus, c'est vrai que c'est pardonnable, mais on aurait fait beaucoup de choses. On aurait déjà réalisé beaucoup de choses si on n'était pas au point zéro où nous sommes maintenant. Donc, dans les années à venir, nous sommes en train de voir la CCTN écrire un nom, écrire une très belle histoire et être une référence pour les autres. Vraiment. Monsieur le Président, quelle est la place accordée pour la famille au sein de la CCTN? Quand je pense à la famille, je fais toujours allusion à ce passage de la Bible où les premiers disciples sont restés, Jésus est parti. Oui. Il est revenu, il est ressuscité et il est retourné. Alors les disciples sont restés. Quelque temps après, ils se sont dispersés. Oui. Ils se sont dispersés, certains sont allés à gauche, d'autres à droite. Mais partout où ils allaient, ils créaient des communautés. Et dans ces communautés-là, nous lisons dans les Actes des Apôtres, je me souviens plus du passage, où on dit que ceux qui constituaient ces communautés-là étaient très contents de se retrouver ensemble. Riches, pauvres, on ne savait pas les distinguer. Ah oui. Parce qu'ils apportaient tout ce qu'ils avaient et ils le mettaient ensemble. Oui. Et tous ceux qui avaient besoin prenaient à partir de ce que les gens mettaient ensemble. Oui. Donc pour moi, je me dis, la famille devrait jouer ce rôle-là. Et nous allons aussi y travailler dans le sens que si nos familles respectives sont très fortes, c'est-à-dire elles sont soudées, elles sont des exemples d'amour sincère. Oui. J'insiste beaucoup sur ça parce que, bon, malheureusement, nous sommes dans un monde où certaines personnes peuvent te dire qu'elles t'aiment, mais ça ne s'arrête qu'aux lèvres. Aux lèvres, oui. Nous allons travailler sur ça. Ça paraît très difficile. Bon, c'est comme je l'ai dit au début, le Seigneur a voulu que nous puissions travailler sur ça. Il va nous combler de cette provision dont nous avons besoin. Donc pour nous, la famille, c'est la structure très importante de la communauté. La famille vient même avant le comité exécutif. La famille vient même avant l'Assemblée générale parce que c'est cette structure-là, c'est dans cette structure où normalement tout le bien de la communauté doit commencer. C'est-à-dire lorsqu'on sait facilement s'aimer déjà d'abord dans sa propre famille. C'est très facile de voir les autres familles dans cet angle d'amour sincère. Oui. On ne sera pas là en train de se moquer d'un frère ou d'une sœur qui traverse un moment difficile. Difficile, oui. Au contraire, on se sentira très interpellé pour courir rapidement et aider oui. ce frère ou cette sœur ou même cette famille-là. Donc, nous allons beaucoup travailler sur la famille parce que nous nous disons que c'est en réussissant à fortifier la famille que la communauté sera aussi très forte. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Nous ne pouvons pas laisser les familles s'en sortir seules. Ah oui. Mais, n'étant pas magicien, si les familles ne nous disent pas quels problèmes elles ont,
nous ne saurons pas y répondre. Donc voilà pourquoi nous demandons cet esprit d'ouverture que nos familles puissent l'avoir. C'est-à-dire, lorsqu'elles ont un problème, lorsqu'elles sont en train de traverser des moments difficiles, qu'elles viennent vers le comité exécutif, qu'elles posent le problème. Ou même lorsque un frère de telle famille, ou quand il y a conflit entre deux familles, le comité exécutif est là pour ça. Venez, trouvez le comité exécutif, posez clairement le problème et attendez que la communauté ou le comité puisse vous aider à trouver des solutions. Donc pour nous, nous avons besoin d'avoir des familles qui sont solides. Solides sur tous les plans. Solides sur le plan financier parce que bon, une famille où les difficultés financières sont énormes, je ne pense pas que cette famille-là peut être efficace dans les activités de la communauté. Non, le mari ou la femme ou cette famille-là va privilégier le travail pour aller chercher l'argent au lieu de venir, par exemple, participer aux activités de la communauté. Alors, pour pallier à cette situation-là, je crois que nous sommes prêts, en tant que comité exécutif, toute l'équipe est prête pour que, lorsque les familles viennent avec leurs problèmes, le comité exécutif est là pour aider et à essayer de trouver les bonnes solutions. Donc voilà, pour nous, la famille est très importante, très très importante, nous insistons sur ça, donc nous avons vraiment besoin que nos familles vivent heureuses. Même lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais que l'on vive en paix. Même quand on n'a pas mangé hier soir ou le matin, mais que nos enfants soient en bonne santé, qu'ils se sentent aimés par leurs parents, qu'ils se sentent heureux d'être vivants. Parce qu'il y a de ces personnes qui sont déjà mortes même en étant vivantes. Et ce n'est pas correct. Pour nous, nous allons tout faire pour que celui qui vit soit heureux de la vie, parce que c'est un don. Et ce don qui vient de Dieu, je crois que nous avons le devoir de préserver cela. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails, mais la vie humaine, elle est sacrée, elle doit être préservée. Et nous allons y travailler. Monsieur le Président, pour ne pas vous faire fatiguer plus, tâchez de recevoir tout juste l'avant-dernière question. Oui. Monsieur le Président, en analysant la constitution du comité exécutif que vous avez mis en place, nous avons remarqué que c'est un gouvernement volumineux, bidon. Et c'est un choix seulement ou il y a des raisons derrière ce casting? Effectivement, le comité exécutif est très volumineux. Oui. Ce volume s'explique par le travail à faire. Le travail à faire est énorme. Vraiment énorme. Il y a beaucoup à faire. Et lorsque on se limite seulement à quelques personnes pour réaliser ce travail, je crois qu'il faudrait déjà dire d'avance que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il faut tenir compte de tous ces paramètres qu'il y a ici. Les uns travaillent le matin, les autres les après-midi, d'autres encore travaillent le soir. Pendant que certains sont libres le samedi, les autres ne le sont pas. Pendant que les autres sont libres le mercredi, le jeudi, les autres c'est le dimanche qui sont libres. Donc il y a tout ça. On ne peut pas compter sur une personne seulement, ou même deux. Voilà pourquoi on a pensé combler ce vide déjà à l'avance, au lieu d'attendre qu'il y ait des problèmes, des difficultés et des échecs pour commencer à remplacer les membres. Nous avons plutôt pensé à dévancer tout ça. Je prends un exemple. On convoque une réunion. Tous les membres, s'ils étaient à 2 ou à 3, tous travaillent le week-end. Ça veut dire que la réunion va se tenir peut-être, mais sans ces membres-là. Or, dans ces commissions-là que nous avons créées, avec le nombre qu'il y a, il peut y avoir 1 ou 2 membres qui représentent cette commission.
Et comme ils sont déjà en train de travailler à l'interne, je crois que ces membres-là, qui seront présents à cette réunion-là, sauront défendre leur commission, c'est-à-dire ils vont transmettre le message de leur commission aux autres membres du comité exécutif et le travail ne va pas s'arrêter parce que tel membre ou tel autre membre était allé au travail. Nous précisons que le travail pour nous est très important ici aux États-Unis. Donc la communauté ne va pas du tout interdire à quelqu'un ou à un membre d'aller au travail par rapport à une réunion de la communauté. Donc celui qui doit aller au travail, il devra aller au travail et il ira au travail. Oui. Mais pour ne pas freiner l'élan du travail de la communauté ou du comité exécutif, il faudrait qu'il y ait d'autres membres. Voilà pourquoi nous avons pensé déjà combler ce vide pour qu'il n'y ait pas des membres absents à telle ou telle réunion ou telle autre activité. Mais au-delà de ça, je crois que le nombre des membres qui composent le comité exécutif restreint ou même élargi s'explique par le fait du travail à faire. Oui. Nous sommes à quelques semaines depuis que nous avons été élus. Nous disons que nous sommes une équipe de ceux qui ont accepté de se sacrifier pour poser les bonnes bases. Nous le savons. Nous serons à l'œuvre pendant longtemps, jusqu'à ce que la communauté se structure de la base et de la bonne manière. Oui. Les autres, ou même nous-mêmes, quelques mois après, je crois que le travail ne sera plus intense parce qu'on aura déjà quelque chose sur laquelle se référer. Parce que présentement, là, il n'y a rien. Donc nous sommes en train de travailler pour que l'avenir se serve de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc le volume, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de membres, c'est vrai. Parmi ces membres-là, il y a certains qui ne sont pas expérimentés, c'est vrai aussi, mais il faut voir la situation dans un futur proche, dans le sens où ceux qui constituent le comité exécutif sont des personnes que nous avons connues depuis quelques années. Et le choix que nous avons porté sur ces personnes-là, nous ne voulons pas dire que c'est le meilleur, mais c'est le choix que Dieu nous a donné. Oui. Et en fonction des compétences que nous avons vues en ces personnes-là, nous sommes très confiants qu'elles vont réaliser un bon travail, et que les autres membres qui viennent gonfler l'effectif du comité exécutif élargi, c'est justement parce que nous pensons déjà à la relève. Que notre absence ne freine pas l'élan ou l'évolution de la communauté. Un jour nous partirons, mais que le prochain président, par exemple, lorsqu'il viendra, qu'il trouve déjà des bases sur lesquelles il n'a qu'à mettre ses pieds pour évoluer. Voilà. Et non commencer à chercher, oh mon Dieu, mais ce trou il est profond, par où il faut aller, par où il faut commencer. Non. Nous sommes en train de faire ce travail. Voilà pourquoi nous avons besoin de beaucoup de membres, pour que les idées soient nombreuses. Et après débat, après discussion, après analyse, après réflexion, que nous soyons à mesure de produire ou de proposer des décisions qui seront durables. C'est-à-dire, nous les prenons aujourd'hui, mais même les prochains gouvernements, quand il sera mis en place, qui se servent de ça, qui ne rentrent plus en arrière, mais qui se servent juste de ce qui existe déjà et qui continuent l'action de la communauté. Donc, nous pensons, en même temps, nous pensons à maintenant, mais nous pensons déjà à la relève, c'est-à-dire à ceux qui vont nous remplacer après. Ça, c'est un mal congolais qu'il faudrait combattre, vraiment combattre. Beaucoup de Congolais pensent que lorsque je suis arrivé ici dans un poste, je suis en train d'occuper un poste aujourd'hui, je dois être incontournable. C'est-à-dire, lorsque il arrive le moment qu'on me remplace, les gens vont se retrouver dans l'incapacité de trouver une autre personne, ils seront obligés de me reprendre alors que même les statuts sont contre, par exemple, un autre mandat de plus.
Donc nous sommes déjà en train de penser à ceux que nous pouvons former pendant ce temps et qui peuvent nous remplacer dans les mois, dans les années, dans les mandats à venir. Donc, que les gens comprennent ça dans ce sens. Oui. Et même s'il y a une faiblesse ou manque de maîtrise ou de connaissance au début, qu'ils aient ça déjà en tête pour dire que bon, on est en train de travailler pour que l'avenir soit bien préparé à partir de maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sinon, nous sommes juste à la fin de notre entretien. Mais avant de faire tomber les rideaux, nous vous accordons maintenant le dernier mot. Si vous avez le dernier mot, voilà, le temps est propice pour vous. Bon, je ne sais pas s'il faut dire dernier mot. Dernier mot pour peut-être l'interview de ce soir. Oui. C'est tout d'abord vous remercier, vous, M. Blaise Tchalumba, oui, pour l'interview que vous avez voulu nous accorder. Je crois qu'à travers cette émission que nous venons de faire, vous avez permis, vous permettrez à ceux qui vont nous suivre, particulièrement les membres de la communauté d'ici, de Tennessee, à comprendre ce que nous avons comme projet, vision par rapport à la responsabilité que nous avons accepté de jouer en tant que serviteurs de la communauté. Merci au grand caméraman Jolie Salomon pour les belles images, je crois. Le message que je peux adresser va commencer d'abord. Je vais d'abord l'adresser aux membres. Ah oui. Aux membres CCTN. congolais de la CCTN. Nous avons accepté de travailler ensemble au sein de la communauté. Mais nous réussirons à la seule condition, oui, qui est celle de voir chacun de nous se lever et participer aux activités de la communauté. Et si nous le faisons, nous pouvons déjà nous dire que nous sommes en train de réussir. Même si ce n'est pas encore le dernier résultat, mais nous pouvons déjà nous dire que nous sommes en train de réussir le travail de relever, le travail de réveiller cette communauté. Dans cette communauté, j'ai eu la grâce de côtoyer beaucoup de membres. Même avant que je ne me décide de postuler pour devenir président de la communauté. Oui. Je sais que beaucoup de gens ont cette volonté de vivre ensemble. Mais, comme nous le savons, lorsque les hommes se décident de vivre ensemble, oui, il faudrait qu'on mette des garde-fous. Garde-fous, Et lorsque on ne le fait pas, il faut déjà attendre à une jungle, c'est-à-dire où ceux qui se sentent forts peuvent facilement dominer les faibles et les faibles ne sauront pas où aller. Les loups et l'agneau. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, le seul que nous pouvons leur adresser, c'est de les motiver. Oui. Et motiver à rêver grand. À rêver grand. Rêver grand, comme l'un des saints de l'Église le disait à l'époque, on ne peut pas commencer là où on s'arrête, là où on veut arriver. On veut arriver. C'est d'abord là où nous sommes. Nous sommes à quel niveau? Si nous savons que nous sommes au niveau 0 ou 2 ou 3, ben voilà, nous devons déjà penser à un plus. Quel est ce plus que nous sommes prêts à apporter à la communauté? Est-ce que ce sont des discussions? Bon, si ce sont des discussions, bon, ça dépend dans quel cadre. Est-ce que ce sont des frustrations, des contestations? Je ne sais pas moi. Ce que je demande, c'est une invitation à l'espérance. Et cette espérance, c'est de voir cette communauté se réveiller et grandir. Se réveiller et grandir. Les responsabilités que nous avons aujourd'hui, les autres vont les occuper après. Je serai heureux le jour où mon mandat arrivera à terme et que je serai très content d'avoir apporté un plus à cette communauté. Je ne saurais pas tout faire, mais le plus qu'on aura apporté à la communauté, ça sera un point de départ pour celui qui va nous remplacer. Mais nous sommes confiants, avec l'équipe que nous avons mise en place, nous sommes très confiants que
que les gens attendent de nous juger dans quelques mois. Nous avons accepté de conduire cette communauté parce que nous nous sommes préparés pour ça. Nous nous sommes préparés pour ça et le Seigneur a accepté cela. Il a accepté notre demande et il a accepté de nous accompagner. Il a accepté de nous accompagner. Donc, nous invitons tout le monde à cet amour, à ce vrai amour sincère, sans hypocrisie. Lorsqu'il y a un problème, ayez le courage de rencontrer la personne concernée. Et si vous ne pouvez pas le faire directement, passez par le comité exécutif qui est prêt à vous aider en toute discrétion. Nous sommes là, nous allons aider les membres à s'épanouir. Les États-Unis, c'est un pays d'opportunité, comme on le dit. Nous devons les apprendre et les mettre au profit de tout le monde. Vivons dans l'amour, aimons la communauté, aimons-nous aussi les uns les autres, sincèrement. J'insiste beaucoup sur ce point-là, sincèrement, parce que c'est l'un des fléaux auxquels nous allons nous atteler pendant notre mandat. J'invite les membres à prier les uns pour les autres. Oui. Je les invite aussi à prier pour le comité exécutif. Je les invite enfin à prier pour moi. Le travail est énorme. Nous avons accepté de le faire pour que la communauté puisse vivre, pour que la communauté soit visible et que les résultats soient aussi positifs. Ça, c'est ma prière de tous les jours depuis que j'ai accepté de postuler jusqu'au jour où j'ai été élu. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont cru en nous et qui ont porté leur choix sur notre personne. Malgré nos faiblesses, le Seigneur ne qualifie que les faibles. Et tous ceux avec qui le Seigneur a travaillé, ils ont été faibles à un certain niveau. Mais le Seigneur a accepté de les utiliser. Il les a façonnés par rapport à la mission qu'il les a signée. Nous sommes aussi sûrs que c'est ce qui nous arrive maintenant. Le Seigneur n'a pas regardé nos faiblesses. Il nous a acceptés et les membres l'ont aussi fait. Bon, nous nous remettons entre ses mains. Nous savons que ce que nous allons faire, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour que les membres soient heureux. Et ce bonheur-là, nous voulons le partager ensemble. Vive la CCTN, que les jours de la CCTN soient nombreux et qu'ils soient fructueux. Travaillons ensemble, nous sommes très ouverts. Ceux qui ont des initiatives, des idées, des reproches, toutes sortes d'idées, nous sommes ouverts. Si on peut m'avoir au téléphone, c'est bon. Si on peut m'avoir par email, c'est bon. Sinon, les secrétaires sont là, ils sont à 3. Les autres membres des différentes commissions, ils sont là. Il suffit de contacter l'un d'eux. Le message va nous parvenir. Nous allons travailler ensemble. Voilà ce que je peux leur dire. Mais sinon, que chacun ait le temps de prier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dis encore grand merci. Bon, chers téléspectateurs, vous avez été ensemble avec nous de le début jusqu'à la fin. On avait un entretien avec le nouveau président de la communauté congolaise de Tennessee, Nashville. Et voilà, nous sommes vraiment à la fin. Nous disons encore une fois merci. Je dis merci à la cabine technique, sinon la technique était sous contrôle de mon ingénieur, Jolie Salomou. Réalisation, présentation, Tchalumba Blaise. Nous vous disons au revoir. Au revoir. Au plaisir. Merci.